Mais d'abord, sous forme de bilan de cette année 2022, il faut noter que les banques centrales nous auront réservé des surprises au quiche, en l'occurrence, jusqu'au terme de cette année 2022. Dernière surprise en date, celle de la Banque du Japon en début de semaine. Nous en parlons avec Alexandre Tavasi, qui est avec nous par téléphone, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelques commentaires effectivement sur le mouvement de la Banque du Japon, alors qui n'est pas encore un signal de changement de la politique monétaire au Japon, avec des taux directeurs qui restent négatifs pour la Banque du Japon, mais une évolution qui est présentée comme un ajustement technique de la position de politique monétaire du Japon, mais qui entretient quand même une spéculation sur l'idée que la Banque du Japon elle-même, on parle bel et bien du Japon, pourrait à un moment sortir des taux directeurs négatifs en 2023. Quels sont les commentaires que cela vous inspire en cette fin d'année, Alexandre ? En réalité, le gouverneur Kuroda devait annoncer que c'était un ajustement technique pour ne pas perdre la face selon la façon japonaise. Mais depuis quelques mois, quelques semaines déjà, les autorités japonaises, notamment le ministère des Finances, étaient de moins en moins à l'aise avec le yen et sa très grande faiblesse, qui en fait générait de l'inflation au Japon. Les derniers chiffres de l'inflation étaient à 3,7%, ce qui était largement au-delà de l'objectif cible de 2% des autorités. Et il fallait s'attendre d'une façon à une réaction. Et donc c'est plus une indication de la direction que vont prendre les prochaines décisions de la Banque centrale que vraiment le niveau, sachant que le gouverneur actuel de la Banque du Japon arrivera au terme de son contrat au mois d'avril de l'année prochaine. Et donc on aura un nouveau gouverneur qui éventuellement pourra mettre en place des nouvelles décisions de politique monétaire. Le marché anticipe qu'il y a une possibilité que la Banque du Japon sorte des taux négatifs à son tour ? Alors oui, on le voit essentiellement à travers le marché des changes, puisque suite à l'annonce de sa décision, qui était de laisser finalement les taux longs remonter jusqu'à 0,5% à la hausse, la Banque du Japon très rapidement derrière est intervenue sur le marché obligataire japonais pour acheter beaucoup d'obligations, pour éviter qu'effectivement le taux monte au-delà de 0,5%. Mais le marché des changes est clairement un des facteurs par lequel le marché est en train d'anticiper plusieurs décisions qui vont toutes dans la même direction, c'est-à-dire que petit à petit, la Banque du Japon, qui était le dernier pays qui gardait encore un environnement de taux d'intérêt très bas, est en train finalement de succomber au même problème que les autres banques centrales, c'est-à-dire de l'inflation. Il ne peut plus rester avec des taux aussi bas que ce qu'on a vécu pendant ces dernières années. La période de taux négatifs a commencé en 2014, Alexandre. Elle s'est terminée en 2022. On peut être catégorique sur cette affirmation ? Pas tout à fait. Techniquement, pas encore, mais nous avons débuté l'année, le montant est juste impressionnant. Nous avons débuté l'année avec 11 000 milliards de dollars d'obligations au niveau global qui avaient des taux d'intérêt négatifs. Et aujourd'hui, il n'y a plus que le Japon. Et la grande partie de ces 11 000 milliards, c'était bien évidemment les taux souverains européens et les taux des entreprises en Europe. Ceci, c'est maintenant du passé, mais il reste encore 800 milliards de dollars avec des taux d'intérêt négatifs, et c'est les obligations japonaises. C'est un tout petit peu court pour finir l'année en territoire positif, mais définitivement 2022 aura été l'année de la fin des taux d'intérêt négatifs. Et finalement, d'un point de vue de l'investisseur, de enfin pouvoir retrouver une notion de revenu généré par un portefeuille obligataire, qui était un concept que nous avions oublié depuis plusieurs années. J'insiste encore là-dessus, Alexandre, mais derrière la fin de l'ère des taux négatifs, et mettons effectivement le Japon encore à part pour quelque temps, c'est une bulle obligataire de plusieurs années qui a été corrigée en quelques mois ou quelques trimestres seulement. Oui. En fait, ce qui surprend et ce avec quoi nous allons encore devoir compter en 2023, c'est la rapidité du mouvement, étant donné que les banques centrales avaient qualifié l'inflation de transitoire, et finalement, elle n'a rien de transitoire. Mais donc, les banques centrales ont dû réagir tardivement, mais ont dû réagir très très brutalement. Et si l'on se réfère au dernier discours de Madame Lagarde de la BCE, le combat n'est pas encore fini, étant donné qu'on a différentes sources d'inflation, certaines sont structurelles, d'autres sont purement cycliques. Mais définitivement, 2022 a été l'année où on a mis fin à ces taux d'intérêt très bas. On a dû commencer à lutter contre l'inflation, et il est fort à parier que les effets de cette hausse massive des taux d'intérêt sont encore à être mesurés sur l'économie, sachant que les grandes années de refinancement pour les entreprises qui ont émis des obligations sont plutôt en 2024 qu'en 2023, c'est-à-dire que le coût de renchérissement, l'augmentation du coût de financement est encore à se faire sentir sur passablement de pans différents de l'économie mondiale.
Autre phénomène marquant, vous évoquiez la dernière communication de la Banque Centrale Européenne. Alexandre, si on reprend un peu le film de cette année 2022, c'est bien évidemment la Réserve fédérale américaine qui a donné le ton, envoyé en premier le signal du durcissement monétaire avec toute la phase de rattrapage, les 75 points de base, et puis un retour à des incréments un peu moins élevés, 50 points de base pour les dernières décisions de relèvement de taux directeur aux États-Unis et en Europe. Ce qu'on risque de voir sur 2023 est quelque chose d'assez différent en termes de dynamique, Alexandre, puisque c'est la Banque Centrale Européenne qui va prendre le leadership au quiche dans le monde des banques centrales. Absolument. La Banque Centrale Européenne va devoir s'ajuster plus tard que la Banque Centrale Américaine. On commence à avoir les premiers paramètres de claire baisse de l'inflation aux États-Unis. Mais la Banque Centrale Européenne a un problème, c'est qu'elle ne maîtrise pas la source de son inflation, puisque cette source vient des besoins d'importation d'énergie, étant donné que les pays européens ne veulent plus importer d'énergie en provenance de Russie, donc doivent trouver des sources d'approvisionnement qui sont différentes. Et peut-être que le problème va rester entier en 2023, puisque la Chine devrait également se remettre sur pied, étant donné qu'on réouvre maintenant l'économie. Et après passer la période pendant laquelle la population chinoise va finalement être dans un premier temps contaminée, mais ensuite également protégée contre le Covid, l'accélération de l'activité chinoise va faire que la Chine va revenir sur le marché international de l'énergie pour se sourcer, pour pouvoir se fournir en énergie. Et donc, contrairement à 2022, la Chine pourrait être un concurrent vis-à-vis de l'Europe pour s'approvisionner en énergie. Ceci nous fait penser que les prix de l'énergie devraient rester élevés, en tout cas pour l'importation en Europe, et donc une source d'inflation ici qui va rester relativement importante, qui va forcer la BCE à finalement temporiser beaucoup plus longtemps, potentiellement même continuer à augmenter ses taux d'intérêt, alors qu'aux États-Unis, on sera dans une phase probablement de stop ou de fin de taux d'intérêt, et donc on va complètement renverser, si on veut, le rôle de la Banque Centrale Européenne par rapport aux États-Unis. Elle était suiveuse, et il est probable que c'est elle qui aura, si l'on veut, le titre peu envié de banque la plus hawkish dans un environnement, en tout cas en début 2023. Et la situation et les risques pour la Banque Centrale Européenne justifient une communication aussi dure, engagée, explicite que celle de Christine Lagarde la semaine dernière, qui va, dans sa conférence de presse, jusqu'à évoquer 2 hausses de taux consécutives encore de 50 points de base et potentiellement, possiblement, une 3e encore de 50 points de base sur les premiers meetings de 2023. Alexandre, la communication a été peut-être un peu surprenante de ce point de vue-là, sachant qu'en plus, sur la partie quantitative, la BCE va commencer à réduire passivement son bilan, mais si on inclut les remboursements des opérations de liquidité qui ont été offertes aux banques européennes ces dernières années, il faut bien avoir en tête que la réduction du bilan de la BCE sera plus rapide que la réduction du bilan de la Fed également l'an prochain. Oui. Ce discours était vraiment une surprise dans son ton. Comme vous l'avez mentionné, la Banque Centrale Européenne a 3 outils de politique monétaire. C'est l'outil des taux d'intérêt, donc clairement le marché s'y est attendu et a escompté 2 hausses. Il y a la réduction du bilan tel que vous l'avez mentionné, et il y a l'aspect communication. Donc ce qui a été fait en tout cas il y a quelques jours, c'est de mettre un accent très important sur l'aspect communication pour bien faire un reset, c'est-à-dire pour remettre tout le monde en ordre de marche en disant voilà ce que nous allons faire. Peut-être la partie la moins certaine de ces 3 aspects-là, de ces 3 outils, c'est la partie réduction du bilan, puisqu'on peut très bien se trouver dans une situation où le marché est incapable de fonctionner si on n'a pas un minimum de liquidité. Et aujourd'hui, en tout cas, les grands acteurs, les gens qui sont les banques qui donnent de la liquidité au marché obligataire notamment, sont de moins en moins en mesure de continuer à fournir cette liquidité pour des simples raisons de réglementation bancaire qu'on a mis en place après 2008-2009. Donc l'objectif de réduction des bilans, il faut vraiment le voir comme un objectif, mais qui peut potentiellement être revu en fonction des conditions de marché. Si on a un marché très peu liquide, avec un impact important de l'effet de la réduction du bilan, il est probable que la Banque Centrale Européenne sera moins courageuse dans le fait de réduire rapidement la taille de son bilan. Ce scénario de divergence en termes de dynamique de politique monétaire entre les États-Unis et l'Europe sur une partie de l'année 2023 en tout cas, Alexandre, comment est-ce que cela va se traduire du point de vue des marchés globaux ? Alors, premièrement, par des taux d'intérêt en Europe qui vont continuer à s'inverser, c'est-à-dire que les taux d'intérêt à court terme seront très probablement supérieurs aux taux d'intérêt à long terme, et l'effet majeur sera un effet de change. C'est-à-dire que l'euro, qui jusqu'à maintenant était vu comme une monnaie à rémunération relativement faible
par rapport à ce que l'on pouvait obtenir sur le dollar, va redevenir intéressante, notamment pour des investisseurs internationaux. Et après, il faut voir également que si l'on devait avoir un renchérissement de l'euro, ça peut être également un outil de politique monétaire tel que la Suisse le pratique, c'est-à-dire utiliser le taux de change, utiliser une monnaie relativement forte pour pouvoir faire diminuer l'inflation, puisque finalement une monnaie forte veut dire que l'on fait baisser les prix de ce que l'on importe. Donc c'est probablement ce qui nous attend sur les premiers mois de l'année prochaine, mais il faut également tenir compte du fait qu'un euro trop fort peut pénaliser la croissance européenne. Donc là également, il y aura certainement des ajustements qui peuvent intervenir si les marchés vont trop rapidement dans la même direction. Donc si je résume, on a un marché obligataire européen qui n'est pas encore stabilisé, quand le marché obligataire américain, lui, est peut-être en passe de l'être, Alexandre ? Les États-Unis vont certainement nous faire encore des hausses de taux d'intérêt qui seront peut-être moins rapides et l'amplitude sera moindre, mais clairement la Réserve fédérale a indiqué qu'il y aura encore d'autres hausses de taux d'intérêt. Ça, c'est l'effet négatif pour les marchés obligataires. Maintenant, il faut bien voir l'effet positif en tant qu'investisseur. Encore une fois, on reprend les chiffres que nous disions tout à l'heure, il était compliqué, en tout cas en début de 2022, de savoir où placer son argent dans la sphère obligataire, parce qu'une majorité d'obligations avaient des taux d'intérêt négatifs. Aujourd'hui, si l'on ne fait rien en dollars, l'on reçoit déjà à peu près 5%, et j'ai des obligations d'entreprises de bonne qualité qui me donnent des rendements entre 5 et 6%. En Europe, on est en train de s'ajuster, on est toujours légèrement en dessous, mais j'ai enfin la possibilité, en ne prenant que très peu de risques sur un portefeuille obligataire, d'obtenir ou de générer un rendement qui est entre 3,5 et 4%. Donc d'un point de vue de l'investisseur, le début de 2023, en tout cas pour un positionnement sur le marché obligataire, est beaucoup plus favorable que ce que j'avais il y a encore 12 mois. Je rappelle, pour ceux que ça intéresse, il y a une obligation du Trésor américain, un T-Bills échéance 1 an, novembre 2023, qui offre un rendement de 4,65% aujourd'hui, sur un horizon d'investissement 1 an, avec un risque de défaut 0. On a 4,65% de rendement partant du dollar, pour un investisseur en dollars, évidemment. Merci beaucoup, Alexandre. Oui. Merci pour votre éclairage de fin d'année, une fin d'année encore surprenante sur le front des banques centrales, avec la dernière communication de la Banque du Japon qui est loin d'être passée inaperçue du point de vue des marchés. Alexandre Tavasi qui était avec nous par téléphone, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management.